J'ai découvert ta chaîne il y a quelques semaines et j'ai vu que tu acceptais des soumissions d'histoire. Alors voici l'histoire la plus effrayante que je connaisse, et je peux garantir à 100% qu'elle est vraie. Cela s'est passé il y a 6 ans, presque jour pour jour. Le père de mon meilleur ami est parti faire du camping dans les territoires du Nord-Ouest, ici au Canada, dans un endroit appelé le lac de la Tente. Pour ceux qui écoutent, cela ne semble peut-être pas inquiétant, mais si tu connaissais le père de mon ami, tu saurais à quel point c'était étrange et inhabituel pour lui. Il est parti pour les territoires en septembre, affirmant qu'il reviendrait après quelques semaines. La chose bizarre, c'est qu'il n'était pas allé camper depuis son enfance et surtout, il détestait les activités en plein air. C'était un vrai casanier, passionné par ses gadgets électroniques et ses appareils. Puis d'un coup, il a soudainement pris un intérêt bizarre pour le camping, a acheté tout un tas d'équipements, et un jour, il a simplement annoncé qu'il partait pour les territoires. Une autre chose étrange est qu'il a emmené les 2 chiens de la famille avec lui. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'il détestait ces chiens. La seule raison pour laquelle il les avait, c'était parce que sa femme et ses enfants l'avaient harcelé pendant des années pour en avoir. Il refusait de les promener, de ramasser après eux. C'était le genre de personne à dire « Ce ne sont pas mes chiens, donc ce n'est pas mon problème ». Il n'aimait même pas être dans la même pièce que ces vieux chiens malodorants, comme il les appelait. Mais tout comme il a soudainement changé d'avis sur le camping, il a également changé de comportement envers les chiens. Du jour au lendemain, il a décidé qu'il ne passait pas assez de temps avec eux et qu'ils méritaient une aventure, au lieu de rester couchés toute la journée à attendre qu'on les nourrisse ou qu'on les promène. Sur ce point, il n'avait peut-être pas tort. Mais comme je l'ai dit, c'était totalement hors de caractère pour lui. À tel point que mon ami et sa famille ont commencé à se demander s'il ne traversait pas une sorte de crise de la cinquantaine. Mais que pouvait-il faire d'autre que le laisser faire et espérer qu'il se calme une fois cette phase passée, puis lui parler de son comportement étrange à son retour? Mais ensuite, il n'est jamais revenu. Après la date à laquelle il avait dit qu'il rentrerait, la famille de mon ami a signalé sa disparition. La police a dit qu'une équipe de recherche et de sauvetage irait jeter un coup d'œil autour du lac de la Tente pour voir s'ils trouvaient des signes de sa présence. Mais les semaines se sont transformées en mois, et il n'y avait aucune trace du père de mon ami. Personne ne voulait croire qu'il était mort, surtout pas mon ami ni sa famille. Mais à la fin du mois de mars, il avait été porté disparu depuis plus de 5 mois, et les gens commençaient à perdre espoir. Le facteur principal était la météo. Personne ne croyait qu'il pourrait survivre à l'hiver dans les territoires, surtout sans aucune expérience en camping. Mais puis, début avril, un pilote survolait la région pour une raison quelconque quand il a aperçu un homme avec ce qui ressemblait à 2 chiens près du lac de la Tente. Le pilote a immédiatement signalé ce qu'il avait vu. Je ne pense pas qu'il faisait partie des secours officiels, mais il devait savoir que le père de mon ami était porté disparu, car il a tout de suite contacté les autorités. La GRC, avec une équipe de recherche et de sauvetage, a alors été envoyée sur place. Après moins d'1 journée de recherche, ils ont trouvé son campement. Ils ont découvert des piquets de tentes en bois par terre, un peu de matériel de canotage, une tente, des provisions pour chiens, mais l'homme lui-même était introuvable. Le fait qu'ils aient trouvé du matériel de canotage était également étrange, car cela suggérait que le père de mon ami avait un canoë avec lui. Or, il n'avait jamais pratiqué le canoë de sa vie, et à la connaissance de sa famille, il n'avait jamais acheté de canoë avant de partir pour les territoires. Après un 2e tour de recherche, la police a informé la famille de mon ami qu'il pensait que son père se trouvait quelque part à Yellowknife, la plus grande ville des territoires du Nord-Ouest. Ils avaient fouillé tout autour du lac de la Tente et n'avaient trouvé aucune autre trace de lui. Alors, ils ont déplacé leurs recherches vers des endroits comme Yellowknife, puis plus tard vers un endroit appelé Prince George, car apparemment il avait un vieil ami d'université qui vivait là-bas, et il était possible qu'il soit passé lui rendre visite. Mais il n'y avait aucune preuve qu'il l'avait fait, et à moins que l'ami de Yellowknife ne mente pour le couvrir, il disait la vérité lorsqu'il affirmait que le père de mon ami n'était jamais venu lui rendre visite. Dans ce cas, où était-il allé? Où est-il maintenant? C'est brutal de le dire à voix haute ou même de l'écrire, mais presque tout le monde pense que le père de mon ami n'est probablement plus de ce monde. Il est passé d'une personne qui détestait promener les chiens
à quelqu'un qui s'intéressait soudainement au camping et au canoë. À moins qu'il n'ait secrètement maîtrisé des techniques de survie, ce qui n'est pas impossible, il était sûrement dépassé par la situation et ne s'en est rendu compte que trop tard. L'une des choses que la GRC a dit à la famille de mon ami est que, même en été, les rivières et les lacs dans cette région restent glaciales toute l'année. Donc, même en avril, avec la fonte des neiges et l'arrivée du printemps, il aurait pu penser que c'était une belle journée pour une balade sur la rivière. Mais s'il était tombé dans l'eau sans personne pour le sortir, il n'en serait probablement jamais ressorti. Ils ont aussi mentionné la possibilité que des animaux sauvages aient trouvé son corps, et dans ce cas, il ne resterait plus grand-chose de lui, à part ses vêtements et son équipement. Mais pour moi, c'est justement ça qui est étrange. Tout cela aurait du sens si le père de mon ami ne voulait pas être retrouvé. Mais personne ne croit qu'il est encore là-bas, vivant comme un genre d'ermite du XXIe siècle. Il avait toujours été casanier toute sa vie, comme je l'ai dit, et je peux comprendre qu'il ait eu un changement radical, mais tout cela semble tellement invraisemblable. Parfois, je pense qu'il a eu un accident. Peut-être est-il tombé dans l'eau glacée ou qu'un ours l'a attaqué. Oui, l'idée qu'il soit introuvable à cause d'animaux qui l'auraient mangé est plausible. Mais je ne crois pas qu'un ours, aussi affamé soit-il, puisse avaler un canoë en entier. Et un gros canoë coloré serait bien plus facile à repérer, non ? Je sais que la zone est vaste et difficile à couvrir pour les équipes de secours, mais cela fait maintenant 5 ans qu'ils cherchent, sans compter l'année 2020 à cause des restrictions. Je ne comprends pas comment, après tout ce temps, aucune autre trace du père de mon ami n'a été retrouvée, hormis son ancien campement. Les gens disent que si la neige fraîche a recouvert son canoë, il pourrait s'écouler longtemps avant qu'on ne le retrouve. Mais plus le temps passe, plus cela semble ressembler à une disparition dans les airs. Si je trouve cette histoire aussi troublante, je n'ose même pas imaginer ce que ressentent mon ami et sa famille. Ils essaient de rester forts, mais je sais qu'ils sont toujours en souffrance. Ils feraient n'importe quoi pour obtenir des réponses définitives. Ma copine a une histoire à raconter, datant de l'époque où elle avait une vingtaine d'années. Comme elle n'écoute pas ce genre de choses et n'a pas envie de l'écrire elle-même, je lui ai demandé la permission de la raconter à sa place. Elle a grandi à Montréal et elle est allée à l'université à l'UQAM. Un jour d'octobre, après avoir découvert qu'elle avait quelques jours de libre, elle a décidé de retourner à Montréal pour faire du glamping avec quelques amis. Elle et 4 de ses copines, toutes âgées de 19 ou 20 ans, sont parties vers un camping où il y avait des cabines, des feux de camp et des tables de pique-nique. En déballant leurs affaires, ma copine et ses amis ont remarqué qu'ils avaient des voisins, 4 gars d'à peu près le même âge. Ils ont commencé à discuter, et l'un des gars a demandé s'il voulait partager quelques bières une fois le soleil couché, après que tout le monde ait mangé quelque chose. Ma copine et ses amis ont accepté. Quand le moment est venu, ils se sont tous retrouvés autour de la table de pique-nique des filles pour commencer la soirée. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les choses devenaient de plus en plus animées, mais tout le monde continuait à s'amuser et à faire connaissance. Puis, à un moment donné, l'un des gars est entré dans leur cabine et est ressorti avec un pistolet qu'il a prétendu être celui de son père. Il le brandissait comme un idiot, et tout le monde lui disait de le ranger immédiatement, car il n'y a littéralement rien de pire que de jouer avec une arme quand on est saoul. Le gars avec le pistolet leur disait de se calmer, affirmant que l'arme n'était même pas chargée. Pour le prouver, il a pointé le pistolet vers le ciel et a appuyé sur la gâchette 2 ou 3 fois. Aucune balle n'est partie, mais le groupe n'était toujours pas content du fait qu'il jouait avec une arme et qu'il agissait comme un crétin. Ils ont continué à lui dire de retourner dans la cabine pour ranger le pistolet et de peut-être aller se coucher, car il avait beaucoup trop bu, semblait épuisé et se comportait de façon étrange. Le gars, visiblement vexé, a pris très mal les remarques. Après avoir prouvé que les 2 premiers compartiments de son revolver étaient vides, il a soudainement mis le pistolet sur sa tempe et a appuyé sur la gâchette. Voici la partie de l'histoire où presque tout le monde devine ce qui s'est passé ensuite, et dans 99,99% des cas, ils ont raison. Le 3e compartiment du revolver, celui sur lequel il a appuyé après avoir mis l'arme contre sa tête, contenait une balle.
Personne ne sait vraiment comment elle est arrivée là, s'il l'avait chargée par erreur, si quelqu'un d'autre l'avait fait, ou s'il n'avait tout simplement pas vérifié correctement avant de mettre l'arme dans son sac. Quoi qu'il en soit, il s'est tiré une balle dans la tête, juste devant tout le monde. Comme tu peux l'imaginer, la scène a rapidement sombré dans le chaos. Mais ma copine m'a raconté que ce dont elle se souvient le plus, ce sont les cris et les pleurs. Elle et une autre fille se sont concentrées sur le fait de lui prodiguer des soins médicaux et d'appeler les secours pour les diriger vers les cabines. Mais ma copine savait très bien que les premiers soins que l'autre fille prodiguait étaient plus symboliques qu'utiles. Elle savait que le gars ne survivrait pas à la nuit, mais il fallait faire quelque chose pour calmer tout le monde et éviter que la situation ne devienne encore pire. Elle m'a dit que cela a pris environ 30 minutes avant que la police et les services d'urgence n'arrivent sur les lieux. À ce moment-là, l'ambiance était complètement désespérée. Un des gars était presque catatonique, tellement choqué par la mort de son ami qu'il s'est complètement fermé et a cessé de parler. Une autre personne, une des amies de ma copine, n'arrêtait pas de pleurer. Mais elle ne pleurait pas juste un peu, elle sanglotait de manière incontrôlable. Chaque fois qu'elle semblait se calmer, elle revoyait toute la scène dans sa tête et le cycle recommençait, encore et encore. Pendant un bon moment après l'incident, ma copine et toutes ses amies ont montré des signes de ce que le médecin appelait un trouble de stress aigu. D'après ce que j'ai compris, c'est un peu comme un précurseur du syndrome de stress post-traumatique SSPT. Les symptômes sont les mêmes, mais si cela persiste plus de quelques mois, alors on diagnostique officiellement un SSPT. Heureusement, 3 des 4 filles, dont ma copine, allaient mieux après quelques jours ou quelques semaines. Mais la fille qui n'arrêtait pas de pleurer a dû prendre des médicaments pour traiter son SSPT pendant des années. Et même aujourd'hui, elle dit que cette nuit a ruiné sa vie. Toute cette expérience l'a rendue très opposée aux armes à feu. Et cela a également influencé ma propre opinion sur le sujet. Je suis toujours favorable au droit de posséder des armes, et moi-même, j'en possède une. Mais je pense qu'il y a une véritable zone grise dans les règles concernant la possession d'armes à feu. Avoir des armes dans les mains d'une personne responsable et sensée est une bonne chose. Ça l'a toujours été, et ce n'est pas là que réside le problème. C'est seulement quand ces armes tombent entre les mains de jeunes idiots ivres que quelque chose qui est censé nous protéger devient une source de terreur absolue. Je m'appelle Marie et je viens de Lyon. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie et assez terrifiante qui m'est arrivée lors d'une excursion en camping en solitaire l'automne dernier. Je sais, ça peut paraître imprudent pour une jeune femme de partir camper seule, surtout dans un pays où il s'est produit des affaires de tueurs en série, mais j'avais pris mes précautions. Je possédais une arme, un petit pistolet que j'emportais avec moi pour me sentir plus en sécurité. Bien sûr, je sais que cela ne garantit pas une protection totale, mais ça me donnait un certain sentiment de contrôle, et cette simple pensée me rassurait déjà beaucoup. C'était au mois d'octobre, une période où je ressentais vraiment le besoin de m'échapper du stress du quotidien, de m'évader dans un coin paisible, avec de beaux paysages, de la tranquillité et un air pur. J'ai donc décidé de partir en randonnée vers le lac Blanc, une destination que j'avais repérée depuis longtemps. Ce lieu me semblait parfait, car les sentiers y sont relativement faciles, et les vues incroyables. En plus, c'est l'un des parcours les plus fréquentés de la région du Mont Blanc, et cela me rassurait de savoir que d'autres campeurs ou randonneurs pourraient être dans les environs. On ne sait jamais quand on peut avoir besoin d'aide. J'entends souvent des gens me dire qu'ils n'oseraient jamais aller dans les bois seuls à cause des ours ou d'autres animaux sauvages. Je comprends, mais personnellement, j'ai toujours trouvé ces histoires un peu exagérées. Ce que j'ai appris, c'est que 99% des personnes que vous croisez sur les sentiers sont des gens sympathiques, ouverts et respectueux de la nature. Même les vététistes, que j'ai pu rencontrer dans les montagnes, sont en général beaucoup plus agréables que certains joggeurs que je croise en ville. Mais ce jour-là, malheureusement, j'ai croisé une personne qui ne correspondait pas à cette règle. J'avais marché environ 6 ou 7 kilomètres le long du sentier avant de décider de planter ma tente. J'avais choisi un coin bien à l'écart du chemin principal pour avoir un peu d'intimité. La marche m'avait épuisé,
Donc après avoir monté ma tente, déballé mes affaires et allumé un feu de camp pour réchauffer un peu de nourriture, j'ai décidé de me coucher tôt. Il devait être environ 21h lorsque je me suis glissé dans mon sac de couchage, essayant de me fabriquer un oreiller en utilisant mon sac à dos et un pull roulé en boule. Je m'en suis à peine souvenu, mais je me suis endormi en moins d'1 minute. Ce qui est étrange, c'est que je me rappelle très clairement du rêve que j'ai fait cette nuit-là. C'était un rêve où ma sœur, Sophie, et moi étions à l'arrière de la voiture de notre père. Elle n'arrêtait pas de me taquiner à propos d'un garçon que j'aimais bien à l'époque, et je la suppliais d'arrêter. Je me tournais vers notre père pour lui demander de la faire taire, mais il restait silencieux, comme s'il n'entendait pas. Tout à coup, dans ce rêve, j'ai entendu le bruit d'une fermeture éclair, forte et persistante. J'ai cherché d'où venait ce bruit, mais je n'arrivais pas à le localiser. Puis, en une fraction de seconde, tout est devenu très clair dans mon esprit. Mon Dieu, ce n'est pas le rêve, c'est la fermeture éclair de ma tente. Le passage du rêve lumineux à l'obscurité de la tente est un moment que je n'oublierai jamais. C'était un basculement instantané entre l'inconscience et la pleine conscience, et une seule pensée m'occupait l'esprit. Attrape ton arme, tout de suite. Je m'étais entraîné pendant des heures avec cette arme, un pistolet de petite taille, facile à manier. Mais je n'avais jamais imaginé être confronté à une situation réelle où je devrais l'utiliser. Mon instructeur avait toujours dit que rien ne pouvait vraiment préparer quelqu'un à ce moment précis où l'adrénaline vous envahit. Même avec tout l'entraînement, mes mains tremblaient tellement que c'était difficile de bouger et de préparer mon arme. Pendant tout ce temps, j'entendais la fermeture éclair de ma tente qui continuait lentement à descendre, comme un bruit assourdissant dans l'obscurité de la nuit. Le bruit du zip résonnait presque plus fort que celui de l'armement de mon pistolet. Du moins, j'imaginais que la personne à l'extérieur ne l'avait pas entendu, car la fermeture éclair continuait son mouvement. Alors, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai parlé. Ma voix tremblait. Je ne vais pas mentir, mais j'ai essayé d'être aussi ferme que possible. J'ai dit quelque chose du genre « Éloigne-toi de ma tente, sinon je te tue, ici et maintenant ». La fermeture éclair s'est arrêtée net, mais le silence qui a suivi m'a glacé, car cela signifiait que la personne n'avait pas bougé d'un pouce. J'ai alors ajouté d'une voix encore plus déterminée que j'avais une arme pointée sur l'entrée et que si je n'entendais pas des pas s'éloigner dans les 5 prochaines secondes, je commencerais à tirer. Il y a eu un bruit. J'ai entendu quelqu'un se relever, faire quelques pas en arrière, puis accélérer légèrement. Je pensais qu'il ou elle allait se mettre à courir, mais non. Les pas étaient calmes, s'éloignant lentement dans l'obscurité, jusqu'à disparaître complètement. Puis le silence est revenu, mais un silence pesant, où je ne savais pas si la personne avait continué à marcher ou si elle s'était arrêtée quelque part, peut-être derrière un arbre, pour voir ce que je ferais ensuite. Cette pensée m'a paralysé. Je suis resté allongé là, dans le noir, mon arme pointée vers la fermeture éclair, pendant ce qui m'a semblé être des heures, avant de trouver la force de bouger à nouveau. Heureusement, j'avais un peu de réseau, car je n'étais pas trop loin du début du sentier, peut-être à une 12aine de kilomètres. J'ai réussi à appeler les secours depuis ma tente. L'opérateur m'a dit qu'il pouvait envoyer des gardes forestiers à ma rencontre en quad, mais qu'il leur faudrait au moins 20 minutes pour arriver. Il m'a dit de ne pas paniquer en entendant le bruit des moteurs et de les considérer comme la cavalerie qui arrivait à ma rescousse. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti lorsque j'ai enfin entendu les moteurs se rapprocher. Mais ces 20 minutes d'attente ont été les plus longues de ma vie, à guetter le moindre bruit de pas qui pourrait signaler que l'intrus revenait. Quand les gardes sont arrivés, je leur ai raconté ce qui s'était passé. Ils ont inspecté les environs et bien qu'ils n'aient vu personne, ils ont trouvé des traces de pas menant plus loin dans la forêt. Si la personne avait l'intention de revenir, elle ne se cachait plus dans les parages immédiats, mais cela ne me rassurait pas pour autant. J'ai donc accepté leur proposition de me ramener à mon véhicule pour que je puisse rentrer chez moi en sécurité. C'était la première fois qu'une telle chose m'arrivait, et pour être honnête, cela ne s'est jamais reproduit depuis. Pourtant, à l'époque, j'étais encore secoué par l'expérience, et pas seulement parce que c'était terrifiant. Cela m'a forcé à réfléchir sérieusement à la possibilité de devoir un jour
ôter la vie à quelqu'un pour me défendre. Les cours de self-défense que j'avais pris étaient excellents, et mon instructeur avait toujours utilisé des termes comme « neutraliser la cible » ou « mettre fin à la menace ». Je comprends maintenant qu'il essayait probablement de me protéger mentalement de la réalité de ce à quoi je me préparais, la possibilité de tuer quelqu'un. Mais ce n'est qu'en étant confronté à cette situation que j'ai réalisé à quel point tout cela était différent de ce que j'avais imaginé. La préparation mentale et la réalité du terrain sont deux choses totalement différentes. Cela nous ramène presque 20 ans en arrière, une vraie plongée dans le passé. C'était autour de la période d'Halloween, en 2005. Je suis parti camper avec mon ex-petite amie et 3 de ses amis. J'étais un peu réticente à l'idée au départ, car j'allais être la seule fille au milieu de 4 mecs pendant 3 nuits, et même si j'avais déjà rencontré les amis de mon ex, je craignais que ce soit un peu gênant d'être la seule fille avec eux, entourée de gars qui seraient probablement occupés à faire les durs. Et puis il y avait aussi ce petit doute que j'avais. Ça va peut-être paraître idiot, mais je n'avais pas totalement confiance en mon copain et ses amis pour, d'une part, choisir un bel endroit pour camper, ou d'autre part, avoir envie de faire autre chose que de rester autour d'un feu à griller de la viande et boire des bières. Eh bien, j'avais tort sur les 2 points. Même s'il y a eu pas mal de grillades et de moments passés autour du feu, l'endroit qu'ils ont choisi était incroyable, et ils ont tous été des vrais gentlemen. Ou presque. 2 des amis de mon copain étaient vraiment passionnés par la randonnée et le camping, donc ils n'étaient pas du genre à planter leur tente n'importe où et appeler ça un campement. À notre arrivée, j'ai découvert qu'ils avaient choisi un site vraiment magnifique, et je n'exagère pas du tout. Il y avait une cascade juste au bout d'un des sentiers, donc nous avions de l'eau propre pour boire et nous laver quand on le souhaitait. Et en parlant de sentiers, ils avaient planté leur tente près de plusieurs chemins de randonnée, ce qui nous permettait de choisir un sentier facile, moyen ou difficile, selon notre niveau de fatigue le matin. C'était vraiment le meilleur des 2 mondes, des mecs sympas, respectueux, et qui, le plus important, m'ont laissé de l'espace quand j'en avais besoin. Ils n'ont même pas fait de blagues stupides sur ce que mon copain et moi pourrions bien faire dans notre sac de couchage, ce qui était de toute façon rien du tout, car bon, on est à l'extérieur, et ce n'est pas vraiment le cadre idéal pour ça. Comme c'était fin octobre, il n'y avait pratiquement pas d'autres randonneurs dans les environs, et ça m'allait parfaitement. J'ai donc pu utiliser la cascade pour me laver après notre randonnée du lendemain. Nous avions les sentiers pour nous seuls, et personne n'avait trop bu la veille, donc nous étions tous relativement frais et prêts à marcher quelques kilomètres. Après la randonnée, nous avons fait des grillades, bu quelques verres de vin et de bière, puis nous nous sommes retirés dans nos tentes pour dormir. Je me souviens avoir dit à mon copain en me glissant dans mon sac de couchage quelque chose comme « Merci de m'avoir invité, c'était génial ». Et il a juste ri, car il n'avait cessé de me dire de ne pas m'inquiéter, et il se sentait donc tout à fait vindiqué en m'entendant dire ça. Mais je le pensais sincèrement. Cela n'avait pas seulement été bien, ça avait été parfait, jusqu'à ce que le lendemain matin, on se réveille, et qu'on se rende compte que notre parfait séjour en camping avait pris une tournure dramatique. Avant d'aller nous coucher, mon copain m'avait demandé de mettre la glacière et la radio dans son camion, pendant qu'il éteignait le feu et ramassait nos déchets. J'ai fait ce qu'il m'avait demandé, puis j'ai mis ses clés de camion dans la poche avant de son sac à dos, qui était situé du côté de la tente le plus éloigné de la porte ou du rabat, peu importe comment on l'appelle. De plus, notre disposition pour dormir était telle que mon copain dormait le plus près de la porte, et il avait son arme avec lui, au cas où quelque chose de fou se produirait. Nous n'avons rien entendu qui nous ait réveillés cette nuit-là. Le lendemain matin, on s'est tous réveillés en pleine forme. Mais en ouvrant la tente, ce que nous avons vu nous a laissés sans voix. La veille au soir, le campement était parfaitement ordonné. Ce matin-là, moins de 8 heures plus tard, c'était le chaos total. Le feu de camp que mon copain et ses amis avaient préparé était complètement détruit, et certaines des pierres que nous avions placées autour du feu, pour éviter qu'il ne se propage, semblaient avoir été jetées à travers tout le campement. Toutes les portes du camion de mon copain étaient ouvertes. La radio avait été brisée en 1000 morceaux contre un arbre, et la glacière avait été ouverte, vidée et jetée au sol. Il y avait de la viande crue éparpillée partout. Nous étions tous là, la tête à peine sortie de la tente, totalement stupéfaits,
incapable de comprendre ce que nous étions en train de voir. Pour moi, le calme et la tranquillité que nous avions ressentis la veille n'avaient plus du tout le même goût. Tout semblait désormais décalé, étrangement inquiétant. Nous avons tous commencé à nous habiller et à sortir de la tente, essayant de comprendre ce qui s'était passé et surtout comment notre campement avait pu être détruit sans que personne n'entende quoi que ce soit. Ce qui avait commencé comme une discussion effrayée s'est rapidement transformé en accusation et en dispute. Mon copain m'a accusé de ne pas avoir verrouillé le camion la veille, ce qui m'a rendue furieuse. J'ai répondu « Tu crois que je suis stupide ou quoi ?» Je me souvenais parfaitement d'avoir verrouillé la porte du camion, puis d'avoir mis les clés dans son sac à dos qui, comme je l'ai dit, était le plus loin possible du rabat de la tente. Il s'est alors dirigé vers le sac à dos, l'a attrapé, mais les clés n'étaient pas dans la poche avant. Les choses ont commencé à s'envenimer. Mon copain m'a lancé « Tu es si stupide, hein ?» en exigeant des excuses. Mais quand j'ai réalisé que les clés n'étaient plus dans la poche avant, je me suis senti mal. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce moment où tu te sens comme si tu devenais folle, mais ce n'est pas agréable. Je me sentais étourdi, presque sur le point de tomber. Je suis alors sorti du campement, retournant sur mes pas, et j'ai trouvé les clés près de l'une des portes ouvertes du camion. Je bafouillais, incapable de dire quoi que ce soit de cohérent. C'est seulement à ce moment-là que mon copain a compris que quelque chose d'autre se passait. Il est resté silencieux pendant un long moment, avant de dire qu'il voulait juste partir. Après s'être excusé auprès de ses amis, nous avons rassemblé nos affaires restantes et sommes partis précipitamment. Je me souviens encore de ce sentiment étrange pendant le trajet du retour, comme si je devenais folle. J'étais à moitié en train de m'excuser, à moitié en train de le supplier de croire que j'avais un souvenir parfaitement clair d'avoir verrouillé le camion. Ça me rendait folle. Il est resté silencieux pendant un long moment, jusqu'à ce que je commence à pleurer, puis il a finalement dit « Je sais, désolé, je te crois ». Ça n'a pas vraiment apaisé mes nerfs, car cela ne répondait toujours pas à la question de ce qui s'était passé cette nuit-là. J'ai donc continué à lui demander ce qu'il pensait, car il avait beaucoup plus d'expérience en camping que moi. Et s'il y avait bien quelqu'un qui pouvait avoir une idée, c'était lui ou ses amis. Il a continué à répéter qu'il ne savait pas, encore et encore, jusqu'à ce que la conversation devienne trop tendue et que nous devions nous arrêter dans le parking d'un café pour faire une pause. Je ne sais pas si certains d'entre vous vont me croire, mais ce que je vais vous dire est la pure vérité. Ce n'est pas mot pour mot ce que mon copain m'a dit, mais il a fini par dire quelque chose qui ressemblait à ça. Si tu ne veux pas me croire, c'est lui que tu devrais blâmer, pas moi. Ensuite, il a commencé à essayer de me dire quelque chose. Je lui demandais de parler, mais il avait du mal à trouver les mots. Puis il m'a dit qu'il avait eu un mauvais rêve la nuit précédente. Pas un cauchemar, mais un rêve suffisamment troublant pour le réveiller brièvement. Il a expliqué qu'il s'était réveillé en sursaut, mais qu'il n'avait entendu aucun bruit ou mouvement à l'extérieur de la tente. C'est pourquoi il s'était rendormi sans s'inquiéter. Ça lui semblait juste un rêve idiot, peut-être causé par l'alcool et la fatigue de la randonnée. Je l'ai encouragé à continuer, même si je m'attendais à ce qu'il me parle de bruit qu'il aurait entendu dehors, et non de son rêve. Il m'a finalement raconté qu'il avait rêvé qu'il se réveillait dans la tente, avec moi endormi à côté de lui. Mais ensuite, il avait remarqué une silhouette, accroupie au-dessus de lui, les pieds de chaque côté de son sac de couchage. Il avait été terrifié au début, mais quand il a vu que le visage de cette personne semblait bizarre, comme s'il était fait de matière de masque de ski, il avait compris que c'était un rêve. Il s'était alors réveillé et avait juste ri de lui-même, pensant que c'était idiot d'avoir encore des mauvais rêves à son âge. Je lui ai dit que tout cela n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé, et il n'a plus rien dit. Nous avons bu un café, puis sommes rentrés chez nous sans plus en parler. Il m'a déposé chez moi, j'ai pris une douche, fait une sieste, pensant qu'on en reparlerait plus tard. Mais quand je l'ai appelé, il m'a dit qu'il ne voulait pas en discuter. Il avait vu ses amis, et ils avaient tous décidé de passer à autre chose, de ne plus y penser. Je n'arrivais pas à y croire. Il ne voulait même pas aller voir les gendarmes ou les responsables du parc. Mon ex disait qu'il n'y avait aucun intérêt,
qu'il ne pourrait rien faire. Je pense qu'il ne voulait pas admettre ce qui s'était vraiment passé. J'ai mes propres théories là-dessus, et elles tournent toutes autour de l'idée que c'était lui qui avait saccagé le campement. Je ne sais pas si on peut appeler ça un blackout, mais je pense qu'il a fait bien plus que simplement se réveiller d'un mauvais rêve. Je crois qu'il sait très bien ce qu'il a fait, mais qu'il ne voulait pas y faire face. C'est pourquoi il ne voulait plus en parler. Nous avons rompu moins d'1 an après, et je serais menteuse si je disais que cet incident n'avait pas joué un petit rôle. Avant de le quitter, je lui ai dit que si un jour il voulait de l'aide, je serais là pour le soutenir. Mais je ne crois pas qu'il ait jamais essayé. Et ce qui s'est passé cette nuit-là est juste quelque chose avec lequel il a appris à vivre. Je ne peux pas en être certaine. Ce ne sont que des suppositions. Mais la seule chose qui me fait croire que je ne suis pas loin de la vérité, c'est que, à ma connaissance, il n'est plus jamais retourné camper. J'ai grandi en plein cœur de Paris, une ville qui ne dort jamais, où tout semble tourner autour de l'agitation incessante des voitures, des passants, des lumières et des bruits qui remplissent les rues. Ma jeunesse et mon adolescence ont été marquées par ce cadre urbain, des immeubles imposants, des rues toujours animées, où la nature semblait presque absente, à part quelques parcs soigneusement aménagés. Il y avait toujours du monde, du bruit, des événements, et c'est cet environnement dynamique que je considérais comme normal. Puis un jour, je suis tombé sur une de ces émissions de survie où des célébrités sont envoyées dans la nature sauvage pour voir si elles pouvaient survivre loin de leur confort habituel. Vous savez, le genre d'émission où ils envoient un acteur de série télé vivre des semaines dans une forêt où il doit se débrouiller pour trouver de la nourriture, de l'eau et même se construire un abri. Cela m'a fait réfléchir. J'étais quelqu'un qui, jusqu'à ce moment-là, avait mené une existence protégée et privilégiée, toujours entouré de commodités modernes. Mais soudain, cette question m'est venue. Est-ce que moi, un citadin parisien qui n'avait jamais passé une nuit en forêt, je serais capable de survivre dans une situation similaire? Ou bien, est-ce que je finirais perdu et affamé, comme quelqu'un de totalement incompétent, paniqué à l'idée de ne pas pouvoir acheter un sandwich hors de prix dans une boulangerie chic du coin? Cette pensée a commencé à s'enraciner dans mon esprit, au point que je ne pouvais plus l'ignorer. Elle revenait chaque jour, me poussant de plus en plus à vouloir tester mes capacités. J'ai donc décidé qu'il était temps de découvrir la réponse par moi-même. J'ai commencé par essayer de convaincre mes amis de m'accompagner dans un voyage de camping. J'ai proposé l'idée à plusieurs d'entre eux lors d'une soirée, en leur expliquant que ce ne serait pas le camping confortable et luxueux auquel ils pouvaient penser, avec des tentes spacieuses, des douches chaudes et des sanitaires propres. Non, je voulais quelque chose de beaucoup plus rude, quelque chose qui nous sortirait de notre zone de confort. Comme je l'avais imaginé, ils ont tous réagi avec scepticisme, certains même avec incompréhension. Pour eux, camping signifiait un week-end dans un camping bien aménagé, avec des installations modernes, un restaurant ou un bar à proximité. Mais quand je leur ai dit que je prévoyais de partir en pleine nature, sans ces facilités, ils m'ont regardé comme si j'étais devenu fou. Ils ont refusé l'un après l'autre, disant qu'ils préféraient le confort de la ville ou, au pire, un camping simple mais avec un minimum de confort. Je ne les blâmais pas. Après tout, ce que je leur proposais n'était pas pour tout le monde. Mais même face à leur refus, mon envie de partir ne faiblissait pas. J'avais déjà lu des récits en ligne de personnes qui partèrent camper seules, alors je savais que c'était faisable, même si cela impliquait une préparation minutieuse et beaucoup de courage. Il ne me restait plus qu'à me lancer, seul, dans cette aventure en plein air. La perspective de me retrouver seul dans la nature sauvage m'effrayait autant qu'elle m'excitait. C'était un mélange de peur et de curiosité. Est-ce que j'aurais les compétences nécessaires pour survivre? Est-ce que je pourrais affronter la solitude, le froid, la faim? Ou bien, est-ce que je me retrouverais terrifié, incapable de me débrouiller, regrettant amèrement d'avoir quitté le confort de Paris? Je me suis alors plongé dans les préparatifs. J'ai passé des heures à lire des guides de survie, à regarder des tutoriels en ligne, à m'entraîner à monter une tente, à faire un feu avec des moyens rudimentaires. Chaque soir, après le travail,
Je consacrais mon temps à me préparer mentalement et physiquement pour cette expérience qui s'annonçait difficile. J'ai également investi dans du matériel de camping de qualité, un bon sac de couchage, une tente légère mais résistante, un couteau multifonction, et bien sûr, une carte et une boussole. J'étais déterminé à être aussi près que possible, même si je savais que la théorie ne remplace jamais complètement la pratique. Le jour du départ approchait, et plus il se rapprochait, plus je sentais l'adrénaline monter. Finalement, le jour J est arrivé. J'ai chargé mon sac à dos, j'ai mis mes bottes de randonnée, et je me suis dit que c'était le moment ou jamais. J'ai pris le train pour une région un peu isolée, et de là j'ai marché plusieurs kilomètres jusqu'à atteindre la forêt. Mon premier sentiment en entrant dans cette forêt dense et silencieuse a été un mélange d'émerveillement et de peur. Tout autour de moi était calme, tellement calme que je pouvais entendre mon propre souffle et le craquement des branches sous mes pas. Je me suis soudain rendu compte que je venais de quitter toute civilisation derrière moi, que j'étais seul et que personne ne viendrait à mon secours si quelque chose se passait mal. Mais contre toute attente, ce premier voyage en pleine nature s'est bien déroulé. Bien sûr, ce n'était pas facile. Il y a eu des moments de doute, des moments où je me suis senti totalement dépassé par les événements, comme lorsque j'ai essayé de faire un feu sous la pluie, ou lorsque j'ai réalisé que j'avais oublié d'emporter suffisamment d'eau potable. Mais malgré ces difficultés, j'ai réussi à m'en sortir. Je n'ai pas seulement survécu, j'ai appris à apprécier cette vie simple, loin des tracas du quotidien. J'ai découvert une paix intérieure que je n'avais jamais ressentie en ville. Là-bas, en pleine nature, tous mes petits problèmes de citadin semblaient soudainement si insignifiants. Qui se soucie de ne pas recevoir son café assez vite quand vous êtes au chaud dans une maison, avec un toit au-dessus de votre tête et de la nourriture à portée de main? Là-bas, mes préoccupations étaient beaucoup plus fondamentales. Rester au chaud, trouver de l'eau potable, faire cuire de la nourriture sans brûler la forêt autour de moi. Quand je suis revenu à Paris, mes amis s'attendaient à ce que je leur dise que c'était une expérience horrible, que je ne recommencerai jamais. Mais à leur grande surprise, je leur ai dit tout le contraire. J'avais adoré cette expérience et j'avais hâte de repartir. Ce sentiment de liberté absolue, de dépendance totale à soi-même, c'était quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, et j'en étais devenu accro. Chaque fois que je retournais dans la ville après un de ces voyages, je sentais une déconnexion entre moi et le monde qui m'entourait. La vie urbaine me semblait bruyante, oppressante, alors que la nature, même avec ses dangers, offrait une sérénité que je n'avais jamais connue. Durant les 2 années qui ont suivi ce premier voyage, j'ai continué à partir en solo pour d'autres aventures dans différentes forêts à travers la France. Je suis allé dans les forêts du Massif central, dans les Landes et même dans les Vosges. Chaque expérience était différente, mais à chaque fois, je me sentais de plus en plus à l'aise avec cette vie en plein air. Je devenais plus habile à monter mon campement, à trouver de l'eau potable, à m'orienter avec une carte et une boussole. Et chaque fois que je revenais en ville, je rapportais avec moi une nouvelle leçon, une nouvelle compréhension de moi-même et de mes limites. Puis un jour, j'ai décidé de relever un défi encore plus grand. Je voulais tester mes compétences dans un environnement encore plus sauvage, plus reculé. C'est alors que j'ai entendu parler du parc forestier de Galloway, en Écosse. Ce parc est réputé pour être l'un des endroits les plus isolés du Royaume-Uni. Il est situé à quelques heures de route de la frontière écossaise, et c'est une région connue pour ses vastes étendues de nature sauvage. Ce qui rend cet endroit unique, c'est qu'il abrite certaines des terres les plus reculées et les plus sauvages de tout le pays. Imaginez une immense zone forestière, où les routes les plus proches sont distantes de plusieurs dizaines de kilomètres. Au centre de cet immense anneau routier, il n'y a absolument rien d'autre que de la nature sauvage. Cela signifie que, une fois que vous êtes au milieu, il vous faut au moins 2 jours de marche pour rejoindre la route la plus proche, et encore plus pour retrouver une trace de civilisation. Dès que j'ai lu à propos de cet endroit, je savais que c'était exactement le type de défi que je recherchais. La description de cette forêt, immense et impénétrable, m'a captivé immédiatement. Je voulais voir si j'étais capable de survivre dans un environnement aussi extrême, si mes compétences, acquises au fil de mes voyages en France,
serait suffisante pour affronter ce type de défi. J'ai donc décidé de prendre quelques jours de congé au travail. J'ai fait mes bagages et un matin pluvieux de septembre, j'ai pris la route pour l'Écosse. J'ai conduit pendant des heures, traversant des paysages magnifiques, mais de plus en plus déserts, à mesure que je m'approchais de ma destination. Finalement, j'ai atteint la petite ville de Newton Stewart, une sorte de dernière étape avant l'entrée dans la nature sauvage. C'est là que j'ai passé la nuit dans une petite auberge de jeunesse appelée Glen Moloach Lodge. L'auberge était simple mais confortable, et c'était probablement la dernière nuit que je passerais dans un lit avant plusieurs jours. Les propriétaires de l'auberge étaient chaleureux et accueillants, mais quand je leur ai expliqué que je partais seul dans la forêt, ils m'ont regardé comme si j'étais fou. Ils m'ont dit que très peu de gens tentaient ce genre d'aventure en solitaire, surtout à cette période de l'année, et ils m'ont averti que dans cette région, il n'y aurait pas de réseau téléphonique. Ils m'ont aussi rappelé qu'il n'y avait qu'un seul pavillon de garde forestier, situé près d'un lieu appelé Burn Hill, et qu'au-delà de cela, il n'y avait rien d'autre que de la nature sauvage. Ils ont essayé de me dissuader en me disant que si je me blessais ou si j'avais un problème, les chances de recevoir de l'aide à temps étaient pratiquement inexistantes. Mais cela ne m'a pas découragé. En fait, cela ne faisait qu'ajouter à l'excitation de l'aventure. Après tout, je ne cherchais pas le confort ou la sécurité. Je voulais justement me confronter à la nature sans filet de sécurité pour voir si j'étais vraiment capable de me débrouiller seul. Le lendemain matin, après une nuit de sommeil plutôt paisible dans l'auberge, je me suis réveillé avec une sensation d'excitation mêlée à un peu de nervosité. J'étais sur le point de partir pour une aventure en solitaire dans l'une des zones les plus sauvages et reculées du Royaume-Uni. C'était exactement ce que j'avais cherché depuis le début, mais maintenant que j'étais si proche du moment où je devrais réellement mettre mes compétences à l'épreuve, je ressentais un petit pincement au cœur. C'est normal, je me suis dit. Après tout, c'était un environnement complètement différent de tout ce que j'avais expérimenté jusqu'à présent, et il y avait une réelle possibilité que quelque chose tourne mal. Mais c'était justement le défi que je m'étais lancé. Affronter cette peur et me prouver que j'étais capable de survivre dans un tel environnement. J'ai pris un petit déjeuner solide à l'auberge, en m'assurant de bien charger mes réserves d'énergie pour la longue journée de marche qui m'attendait. Puis, après avoir vérifié une dernière fois que j'avais tout ce dont j'avais besoin dans mon sac à dos, nourriture, eau, matériel de survie, boussole et carte, je me suis mis en route. Le propriétaire de l'auberge m'a souhaité bonne chance avec un sourire un peu inquiet, mais cela n'a fait que renforcer ma détermination. La première partie de ma marche s'est faite sur un sentier bien balisé qui traversait des zones boisées relativement denses, mais pas encore totalement sauvages. C'était agréable et plutôt tranquille. Le sol était encore humide de la pluie tombée durant la nuit, et l'air frais de la matinée m'aidait à me sentir énergique malgré le poids de mon sac. Pendant les premières heures, je me suis laissé porter par le rythme de la marche, en me concentrant sur mes pas et sur le paysage qui s'ouvrait devant moi. Les arbres étaient grands et imposants, formant une canopée dense qui laissait filtrer juste assez de lumière pour que je puisse suivre mon chemin sans difficulté. Mais au fur et à mesure que j'avançais, le sentier a commencé à disparaître, et je me suis retrouvé de plus en plus éloigné des zones fréquentées par les randonneurs ordinaires. Je pouvais sentir que je m'enfonçais dans une nature de plus en plus sauvage. Les arbres étaient plus espacés, le terrain devenait plus accidenté, et le silence autour de moi devenait presque assourdissant. Ce silence, qui au début me semblait apaisant, commençait maintenant à devenir un peu oppressant. Il n'y avait pas un seul bruit de civilisation, pas de rire d'enfants, pas de bruit de voiture au loin, juste le vent dans les feuilles, et parfois, le cri lointain d'un oiseau. C'est à ce moment-là que la vraie aventure a commencé. J'ai quitté le sentier balisé pour suivre ma propre route, en utilisant la boussole et la carte pour m'orienter. Je savais que je devais me diriger vers une zone appelée Silver Flow, un endroit connu pour ses étendues marécageuses et ses paysages incroyablement sauvages. J'avais lu que cette région était particulièrement difficile à traverser à cause des terrains boueux et des cours d'eau qui pouvaient être traîtres, mais c'était précisément ce genre de défi que je recherchais. Je voulais voir si j'étais capable de naviguer dans un environnement aussi imprévisible.
La marche est rapidement devenue beaucoup plus difficile. Le terrain était inégal, parfois glissant, et je devais faire attention à chaque pas pour ne pas trébucher ou me tordre une cheville. À certains endroits, le sol semblait presque se dérober sous mes pieds, comme si je marchais sur un tapis de mousse et de terre molle. Parfois, je devais m'arrêter pour réajuster mon sac à dos ou pour consulter ma carte et ma boussole, afin de m'assurer que je ne déviais pas de mon itinéraire prévu. Le plus difficile, c'était probablement le fait que je ne voyais aucune trace d'autres personnes. Je savais que cette zone était peu fréquentée, mais je m'étais imaginé que je croiserais peut-être quelques autres randonneurs solitaires ou des campeurs. Mais il n'y avait personne. Juste moi, seul, au milieu de cette nature sauvage et impitoyable. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Je me sentais incroyablement libre, mais aussi vulnérable. Chaque bruit, chaque craquement de branches faisait bondir mon cœur. Était-ce un animal qui passait près de moi, ou était-ce simplement le vent? Vers la fin de la deuxième journée, après des heures de marche intense, j'ai commencé à chercher un endroit pour installer mon campement. Le paysage qui s'étendait devant moi était vaste et dégagé, sans aucun arbre à l'horizon. Cela posait un problème, car j'avais besoin d'arbres pour construire un abri et faire un feu. Sans arbres, je serais exposé aux éléments, et passer la nuit à découvert dans cette région reculée n'était pas une option que je voulais envisager. J'ai donc sorti ma carte et ma boussole et j'ai cherché une zone boisée à proximité. D'après ma carte, il y avait une crête à gravir, et de l'autre côté, une forêt qui pourrait me fournir l'abri dont j'avais besoin. La crête s'étendait devant moi, longue et raide, et je savais que la gravir avec mon sac à dos lourd serait un défi en soi. Mais je n'avais pas d'autre choix. Si je voulais passer la nuit en sécurité, je devais atteindre cette forêt avant la tombée de la nuit. J'ai donc pris une grande respiration, resserré les sangles de mon sac à dos et commencé à grimper. La montée était difficile, plus difficile que je ne l'avais anticipé. Chaque pas me demandait un effort considérable, et mes muscles commençaient à me faire mal après des heures de marche. Mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Je devais atteindre cet abri avant la nuit, car rester à découvert dans ces collines aurait été trop risqué. J'ai donc continué, m'arrêtant de temps en temps pour reprendre mon souffle et boire de l'eau, avant de repartir de plus belle. Quand j'ai enfin atteint le sommet de la crête, j'ai été récompensé par une vue spectaculaire. Devant moi s'étendait une vallée verdoyante, avec des forêts à perte de vue, des ruisseaux scintillants serpentant à travers les collines, et des montagnes majestueuses au loin. Le paysage était à couper le souffle, et pendant un instant j'ai oublié toute la fatigue de la montée. Je me suis assis là, au sommet de la crête, et j'ai contemplé cette vue incroyable. Il n'y avait pas une seule trace de civilisation à perte de vue. Pas de route, pas de bâtiment, pas de fumée dans le ciel. Juste la nature, dans toute sa splendeur. Mais je ne pouvais pas rester là longtemps. Le soleil commençait déjà à descendre, et je savais que je devais me dépêcher de rejoindre la forêt avant que la nuit ne tombe. J'ai donc repris ma marche en descendant de l'autre côté de la crête. La descente était tout aussi difficile que la montée, sinon plus, car le terrain était accidenté et parsemé de pierres glissantes. Mais je me suis accroché, en prenant mon temps pour ne pas me blesser. Finalement, après ce qui m'a semblé être des heures de marche, j'ai atteint la forêt. J'étais épuisé, mais soulagé. J'avais trouvé un endroit où passer la nuit. J'ai rapidement monté mon abri en utilisant une bâche imperméable que j'avais emportée avec moi, que j'ai attachée entre deux arbres. Ce n'était pas grand-chose, mais cela suffirait à me protéger de l'humidité et du vent. Ensuite, j'ai allumé un feu avec les quelques branches que j'avais réussi à ramasser avant que l'obscurité ne tombe complètement. Le feu était petit, mais suffisant pour me réchauffer et me permettre de cuisiner un repas simple. Après avoir mangé, je me suis assis près du feu en regardant les flammes danser dans l'obscurité. Le crépitement du bois brûlant était le seul son qui brisait le silence de la nuit. Tout autour de moi, la forêt était plongée dans une obscurité totale, et je savais que j'étais seul, complètement seul. C'était à la fois effrayant et apaisant. Je me sentais incroyablement vulnérable, mais en même temps,
Il y avait quelque chose de profondément paisible dans cette solitude. C'était un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant, une sorte de connexion primordiale avec la nature qui m'entourait. Avant de me coucher, j'ai fait chauffer une tasse de chocolat chaud au-dessus du feu, puis je l'ai laissée à côté des braises, pensant que cela la garderait chaude jusqu'au matin. Ensuite, je me suis glissé dans mon sac de couchage, sous mon abri de fortune, et j'ai fermé les yeux. La deuxième nuit en pleine nature est toujours plus facile que la première. La première nuit, on a du mal à s'habituer à l'idée de dormir dehors, loin du confort de son lit. Mais la deuxième nuit, le corps et l'esprit commencent à s'adapter, et la fatigue accumulée de la marche rend le sommeil plus profond. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, je me sentais étonnamment bien reposé. J'ai ouvert les yeux et j'ai senti l'air frais de la forêt autour de moi. Le feu s'était éteint pendant la nuit, et la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était ma tasse de chocolat chaud que j'avais laissée près des braises. J'ai tourné la tête pour regarder l'endroit où je l'avais laissée, mais à ma grande surprise, la tasse avait disparu. Je me suis redressé, confus. La veille, je l'avais posée juste à côté du feu. Je me souvenais clairement de l'avoir fait. Mais maintenant, elle n'était plus là. Mon premier réflexe a été de penser que j'avais dû la déplacer sans m'en rendre compte, peut-être encore à moitié endormi. Mais alors, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus étrange. La tasse n'avait pas simplement disparu, elle avait été déplacée. Elle était maintenant posée sur une souche d'arbre, à quelques mètres de là, parfaitement équilibrée sur le dessus. Un frisson glacé a parcouru mon échine. Ce n'était pas moi qui avais fait ça. Je ne m'étais pas levé pendant la nuit. Quelqu'un d'autre était venu pendant mon sommeil, avait pris ma tasse et l'avait déplacée. Mais pourquoi? Qui pouvait bien être là, dans cette forêt reculée, en pleine nuit, sans que je ne l'entende? Je me suis levé d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Mon regard se promenait autour de moi, scrutant les arbres à la recherche du moindre signe de mouvement. Mais il n'y avait rien. Juste le silence de la forêt, comme la veille. Avec une angoisse grandissante, je me suis approché de la tasse. Quand je l'ai ramassée, j'ai remarqué quelque chose d'encore plus troublant. À l'intérieur de la tasse, il y avait un brin d'herbe, soigneusement noué en plusieurs petits nœuds. C'était comme un message silencieux, une preuve indéniable que quelqu'un avait été là pendant que je dormais. Je suis resté là, figé, pendant ce qui m'a semblé être une éternité, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'étais plus seul. Quelqu'un avait été là, près de mon campement, à quelques mètres de moi, alors que je dormais profondément. Mais qui? Et pourquoi? Je suis resté là, figé, pendant ce qui m'a semblé être une éternité, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'étais plus seul. Quelqu'un avait été là, près de mon campement, à quelques mètres de moi, alors que je dormais profondément. Mais qui? Et pourquoi? Cette question commençait à envahir tout mon esprit, et je ne pouvais m'empêcher de repasser en boucle ce qui avait pu se passer. Quiconque était venu ici avait délibérément choisi de ne rien voler, de ne rien détruire, mais simplement de déplacer ma tasse et de laisser ce brin d'herbe avec des nœuds, comme si c'était une sorte de jeu pour eux, ou pire, un avertissement. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que je pouvais à peine respirer. Chaque petit bruit dans la forêt semblait amplifié. Chaque craquement de branches ou souffle de vent me faisait sursauter. Je me suis rendu compte que l'idée d'être seul dans cette forêt, qui me semblait si exaltante la veille, venait de devenir mon pire cauchemar. J'ai rapidement rassemblé mes affaires, jetant mes provisions et mon matériel dans mon sac sans vraiment m'en soucier. Je n'avais plus qu'une seule idée en tête. Partir d'ici. Mais partir pour aller où? J'étais à 1,5 journée de marche de la route la plus proche, et même si je décidais de faire demi-tour immédiatement, je ne pourrais pas atteindre un endroit sûr avant la tombée de la nuit. L'idée de passer une autre nuit ici avec l'inconnu rôdant quelque part dans les bois m'était insupportable. Je me sentais piégé, coincé dans cet endroit avec un danger que je ne pouvais ni voir ni comprendre. Je me suis rapidement mis en route, prenant le chemin inverse de celui par lequel j'étais arrivé. Chaque pas me semblait lourd, et mes sens étaient en alerte maximale. J'avais l'impression que quelqu'un me regardait,
qu'à tout moment, je pourrais voir une silhouette surgir d'entre les arbres. J'essayais de me rassurer en me disant que c'était peut-être juste un autre randonneur ou campeur qui avait voulu s'amuser un peu. Mais même cette pensée ne parvenait pas à apaiser la panique qui montait en moi. Après quelques heures de marche rapide, j'ai atteint le sommet de la crête que j'avais gravie la veille. De là, j'avais une vue dégagée sur la vallée en contrebas, et je pouvais voir des kilomètres de forêt s'étendre devant moi. J'ai pris un moment pour m'arrêter et observer, espérant peut-être apercevoir quelqu'un au loin, une silhouette, un mouvement, quelque chose qui expliquerait ce qui m'était arrivé. Mais il n'y avait rien. Le paysage était aussi calme et immobile que le matin précédent, ce qui, d'une certaine manière, rendait tout cela encore plus inquiétant. J'ai continué ma descente de l'autre côté de la crête, en prenant soin de ne pas me précipiter sur le terrain glissant. Mes jambes étaient fatiguées, mais l'adrénaline qui parcourait mon corps me poussait à avancer plus vite que je ne l'aurais normalement fait. Je savais que je devais atteindre un endroit sûr avant la nuit. Peut-être trouverais-je un autre groupe de campeurs, ou même une petite clairière où je pourrais monter un campement provisoire. Mais l'idée de devoir rester encore une nuit dehors, sachant que quelqu'un ou quelque chose pouvait être là, à proximité, me paralysait d'angoisse. Alors que le soleil commençait lentement à décliner à l'horizon, je me suis retrouvé à proximité d'un ruisseau. J'ai décidé de faire une pause rapide pour remplir ma gourde et reprendre mon souffle. Pendant que je m'accroupissais près de l'eau, je me suis rendu compte à quel point le silence était total autour de moi. Pas un oiseau, pas un souffle de vent. Juste le léger gargouillement de l'eau contre les pierres. Ce silence qui aurait pu être apaisant dans d'autres circonstances me semblait maintenant oppressant, comme si la forêt elle-même retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Après avoir rempli ma gourde, je me suis redressé, prêt à repartir. Mais au moment où je me retournais pour reprendre mon chemin, un craquement soudain derrière moi a brisé le silence. Mon cœur s'est arrêté pendant une fraction de seconde. Je me suis figé, incapable de bouger, mes yeux cherchant frénétiquement l'origine du bruit. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que les arbres, immobiles et silencieux. C'est alors que j'ai entendu un autre bruit, plus distinct cette fois. Un pas, puis un autre. Mon esprit s'emballait. Était-ce un animal ou quelqu'un? Ma main s'est instinctivement dirigée vers mon couteau, que je gardais toujours à portée de main dans ma poche. C'était une maigre protection face à l'inconnu qui se trouvait dans cette forêt, mais c'était tout ce que j'avais. Les bruits ont cessé aussi soudainement qu'ils avaient recommencé, et pendant ce qui m'a semblé être une éternité, je suis resté là, immobile, le regard fixé sur la lisière des arbres. Puis, lentement, je me suis remis en marche, le souffle court, les jambes tremblantes. Chaque pas me semblait une lutte, comme si le sol lui-même cherchait à m'empêcher de partir. Je marchais depuis plusieurs heures lorsque la nuit est finalement tombée. Le ciel, qui avait été d'un bleu clair tout l'après-midi, s'était progressivement teinté de nuances sombres, et bientôt, seules les étoiles éclairaient faiblement ma route. J'avais encore quelques kilomètres à parcourir avant d'atteindre un endroit sûr, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à marcher dans l'obscurité totale. Je risquais de me perdre ou de me blesser. J'ai donc pris la décision de m'arrêter pour la nuit, malgré ma peur grandissante. J'ai trouvé un petit coin abrité près d'un groupe de rochers, où j'ai monté mon abri aussi rapidement que possible. Le vent soufflait légèrement, faisant bruisser les feuilles des arbres tout autour de moi. Chaque son me faisait sursauter, mais j'essayais de me convaincre que c'était juste mon imagination qui jouait des tours. Je n'ai pas allumé de feu cette nuit-là. L'idée d'attirer l'attention, de révéler ma position à quiconque pouvait être là, était trop terrifiante. À la place, je me suis glissé dans mon sac de couchage, le couteau serré dans ma main, prêt à réagir au moindre bruit. Mes yeux restaient ouverts, fixés sur l'obscurité qui m'entourait, écoutant chaque son, chaque craquement, chaque murmure du vent. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé éveillé, mais à un moment donné, l'épuisement a pris le dessus, et je me suis finalement endormi, mon esprit encore tourmenté par les événements de la journée. Mon sommeil fut agité, peuplé de cauchemars où des ombres silencieuses rôdaient autour de mon camp,
des figures indistinctes qui m'observaient sans jamais se montrer. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, la première lumière de l'aube perçait à peine à travers les arbres. J'étais encore en vie. Rien ne s'était passé pendant la nuit, du moins à ma connaissance. Mais cette pensée ne me réconfortait pas autant que je l'aurais espéré. Le sentiment d'être observé, traqué, ne m'avait pas quitté. Je n'ai pas pris le temps de déjeuner. J'ai rapidement rassemblé mes affaires, éteint les traces de mon campement, et je suis reparti. Il me restait encore plusieurs heures de marche avant d'atteindre la route, mais l'idée de m'attarder plus longtemps dans cette forêt était insupportable. Je devais partir. Je devais m'éloigner de cet endroit. Les heures suivantes se sont écoulées dans un flou de fatigue et de peur. Je ne me souviens pas vraiment des détails de ma marche. Tout ce que je savais, c'était que je devais continuer à avancer, à mettre un pied devant l'autre, jusqu'à ce que je sois enfin en sécurité. Lorsque j'ai finalement aperçu la route au loin, un soulagement immense m'a envahi. J'avais réussi. J'étais sorti de cette forêt. Mais même en atteignant la civilisation, une partie de moi restait marquée par cette expérience. Je n'oublierai jamais cette sensation de vulnérabilité, cette certitude que quelqu'un avait été là, à m'observer pendant mon sommeil. Et même aujourd'hui, des années plus tard, je repense parfois à cette nuit dans la forêt de Galloway, et je me demande encore, qui était là, avec moi, et pourquoi m'ont-ils laissé partir ?